l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Cette semaine en compagnie de Hugues Gonneau, Louis-Philippe étant absent puisque en train d'essayer le QX65 chez Infiniti, qui est essentiellement une version à arrière élancée du QX60. Alors on verra quels sont ses commentaires la semaine prochaine. En attendant, on va parler d'actualité. Hugues, on va avoir évidemment des impressions suite à une entrevue que j'ai faite avec Guillaume Cartier chez Nissan concernant l'avenir de la compagnie. On va parler du Chevrolet Blazer, accessoirement du GMC Jimmy, et on va revenir sur mon essai du Nissan Rogue avec la technologie e-Power. Alors, beaucoup de pain sur la planche, et commençons par cette nouvelle qui a fait jaser beaucoup dans les derniers jours. Des compagnies d'assurance vont poursuivre certains constructeurs automobiles parce qu'ils les pointent du doigt en disant que leur véhicule n'était pas assez sécuritaire contre le vol. Essentiellement, ce qu'on a dit, c'est que du côté de chez Toyota, Honda et Stellantis, certains véhicules étaient trop faciles à voler et n'ont pas protégé suffisamment leurs produits, de sorte qu'ils soient plus difficiles à voler, et poursuivent donc pour 72 millions de dollars. C'est un bon montant. Oui. C'est pas un gros montant considérant l'ampleur du phénomène et la quantité de RAV4, de Lexus RX, de CR-V et de Jeep Wrangler qui se sont fait voler. Mais ça illustre quand même à quel point les compagnies d'assurance en ont soupé de ce fléau-là. Et on ne peut pas juste pointer les compagnies d'assurance en disant ils n'arrêtent pas d'augmenter les prix, sont pas corrects. À un moment donné, ça fonctionne avec des équations. Les actuaires font leurs mathématiques et en arrivent à la conclusion que pour un RAV4, un CR-V, on n'a pas le choix de grimper le coût des assurances de façon exponentielle parce qu'il y en a trop qui se font voler. Que le risque est vraiment réel. Le risque est vraiment réel, et donc ils pointent du doigt les constructeurs automobiles dans certains cas qui n'ont pas protégé suffisamment leur véhicule. Alors là, la question, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Moi, j'ai levé la main ce matin en parlant notamment avec Mario Dumont, en disant, c'est vrai que les constructeurs automobiles n'ont peut-être pas fait tous les efforts nécessaires dans certains cas, mais je me souviens d'une réponse qu'on m'avait donnée du côté de chez Toyota. On m'avait dit, rendre nos véhicules trop difficiles à voler, c'est risquer que les véhicules se fassent voler à la pointe d'une arme. Autrement dit, on préfère que les véhicules se fassent voler par la faiblesse technologique que par un fusil. Parce que si les voleurs n'ont pas d'autre choix que de mettre un fusil au visage de son propriétaire pour lui dérober les clés, c'est rendu un problème. Et oui, c'est devenu un problème à Toronto, dans certains quartiers, dans une certaine période. C'est arrivé. Mais je pense que c'était une réponse un peu trop facile. À ce moment-là, ne mettons plus de coffre-fort dans les banques et laissons tout ouvert tout le temps. Et puis... c'est ça. Et en fait, moi, je veux rebondir. J'avais fait un sujet sur le vol automobile il y a 2 ans dans le guide de l'auto. Et j'avais parlé du monde de l'association Équité. Et eux, ils sont sur le terrain. Ils font du recouvrement de véhicules volés. Ils font de l'analyse. Ils font un job absolument fabuleux, ces gens-là. Et ils me disaient, sans me donner de nom précis, mais ils disaient clairement, il y a des constructeurs qui sont beaucoup plus proactifs que d'autres. Il y a des constructeurs qui sont impliqués là-dedans, qui veulent faire bouger les choses et améliorer la situation. Il y en a d'autres qui sont comme, écoute, c'est pas grave, de toute façon, ça fait rouler les garanties. Et il y a cette attitude-là. Et je pense qu'en fait, le geste des compagnies d'assurance, comme tu l'as dit, le montant est pas nécessairement élevé, suffisamment pour faire parler du sujet. Et je pense que c'est de ramener ça un petit peu dans l'inconscient collectif et de pousser les constructeurs à faire bouger les choses. Parce que le recouvrement de 72 millions en tant que tel, bon, c'est ça, exactement. Mais c'est commencer à tordre le bras et à dire, écoutez les gars, là... parce qu'il y a un effet balancier. Faut vous bouger. Il y a un effet balancier. D'un côté, il y a un aspect réputationnel qui est négatif pour un constructeur automobile, parce que si les véhicules se font trop voler, tu as peut-être des gens qui vont vouloir remplacer leurs produits par quelque chose d'autre. Bien sûr. Mais d'un autre côté,
quand tu te fais voler un 4Runner et que le consommateur en rachète un deuxième, ben c'est une deuxième transaction. C'est ça. Est-ce qu'il se serait vendu autant de 4Runner dans les dernières années si on n'en avait volé aucun? La réponse, c'est non. Alors, c'est un peu... tu sais, moi, je comparais ça au fameux phénomène du trafic d'odomètre. Le trafic d'odomètre, ça ne cessera jamais. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne fera certainement pas les efforts. Et là, on ne parle pas de compétences et de juridiction. On parle uniquement de façon financière. Le gouvernement ne fera pas d'efforts, déploiera pas des effectifs et ne dépensera pas d'argent pour en perdre en bout de ligne. Je m'explique, c'est que si tu fais en sorte que le trafic d'odomètre n'existe plus ou est sérieusement réduit, ben, en bout de ligne, tu collectes moins de taxes à la Société d'assurance automobile du Québec parce que les véhicules se vendent sur papier moins cher, parce que leur valeur est moins élevée, parce que le kilométrage est plus élevé. Alors, c'est un peu la même chose du côté des constructeurs automobiles. Si tu protèges tes véhicules et qu'ils ne se font plus voler, tu vas en vendre moins en bout de ligne. Mais c'est un calcul à très court terme. Moi, je pense que là, voilà. Alors, c'est très nuisible à une réputation et à un moment... tu dis, il y a des gens qui voudraient acheter des RAV4 ou des 4Runner. Il y a des gens qui l'ont pas fait, clairement, en se disant, je vais me le faire voler. Ah ben oui, moi, j'ai parlé à une dame la semaine passée qui voulait s'acheter un RAV4, justement. Bon, le problème s'est réglé de lui-même parce qu'il y avait 6 mois d'attente pour en obtenir un. Alors, elle a fait, non, ça se peut pas. Non. Mais quand elle a vérifié au niveau de son assureur, le Mazda CX-5, elle me disait, coûtait 900 $ par année. Le RAV4 coûtait 2000. Alors, la question s'est réglée d'elle-même. Ouais, alors, tu sais, c'est assez intéressant de constater ça. Maintenant, je dis pas que les constructeurs automobiles font de l'aveuglement volontaire. Jamais je n'irai jusque-là. Non, on est bien Mais il y a des constructeurs qui ont pris la chose plus au sérieux que d'autres. C'est clair. Et il y a des véhicules qui sont plus difficiles à voler que d'autres. Les Mercedes-Benz, c'est pas tout le monde qui va voler ça. Un Toyota, on s'entend, sur certains modèles, quand tu t'es commandé un bidule à 50 $ sur Amazon ou sur AliExpress ou peu importe la plateforme, et que tu as appris à un jeune de 15 ans en 15 minutes comment ça fonctionnait pour reprogrammer une clé, ben le tour est joué. Pas plus dur que ça. Alors, là, tranquillement, il y a des systèmes de sécurité qui deviennent un peu plus évolués, mais tout ce qui se fait se défait. Et c'est de savoir à quel point, jusqu'où on peut se rendre pour que ça devienne réellement nuisible. Parce que moi, l'excuse de pointer une arme au visage du consommateur, je la prends avec un grain de sel, là. On s'entend? Non, c'est une mauvaise excuse. C'est une mauvaise excuse. Alors, voilà, les constructeurs automobiles qui les assureurs qui poursuivent 3 constructeurs automobiles que sont Honda, Toyota et Stellantis en raison des produits Jeep essentiellement qui se sont fait énormément voler. Les camions Ram aussi se sont fait voler en quantité assez considérable. Deuxième nouvelle, la Veloster revient sur le marché. Bon, elle ne s'appelle plus Veloster et elle ne sera pas offerte chez nous. Mais à part ça, c'est pareil. Ben, en fait, c'est que si tu regardes le design... Et en plus, c'est plus un moteur thermique. Et en plus, c'est plus un... Ouais, c'est un excellent point. Mais si tu regardes le design de cette nouvelle Ioniq 3, ben, tu comprends qu'on s'est un peu inspiré de la philosophie derrière la défunte Hyundai Veloster. Et en fait, c'est marrant parce que quand j'ai vu le premier thumbnail, je sais plus sur quel média, j'ai cru que je regardais la Clio 6, la Renault Clio 6. OK, ouais. Et tu regardes vite de loin, là, tu prends une photo de Clio 6 et une photo de ça, tu fais vite, tu fais, oh, ça se ressemble beaucoup. Ouais. J'ai cru que c'était un produit Renault. Et en fait, non, pas du tout. Et c'est un beau petit véhicule. C'est vraiment cute. Ouais. C'est réussi au niveau design. Et on dit pas ça tout le temps chez Hyundai, là. Non, mais là, du temps, c'est assez polarisant. Non, vraiment, là, c'est super intéressant. Mais ça sera pas vendu chez nous. Et non. Batterie de trop petite taille aussi. C'est pas un véhicule qui serait bien adapté aux mœurs des conducteurs nord-américains dans la mesure où tu auras probablement une autonomie de 300 km ou à peu près. Mais ça en Europe et en Asie, ça va faire un méchant carton. Là. Ah, je m'en allais dire, c'est ça. Je m'en allais dire, ils vont me sortir le mot cartonné. Et voilà, tu l'as sorti d'une façon différente. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est un design qui est vraiment intéressant. Et sais-tu ce qui me fait rire, c'est que pendant plusieurs années, on va y revenir plus tard quand il sera question de Nissan, mais pendant plusieurs années, on était sous l'impression que les constructeurs automobiles voulaient développer des véhicules
pour une échelle mondiale. Tu sais, on nous disait... Moi, je me souviens, au tournant des années 2000, Ford avait dit, bon, ben là, le nouvel Escape, la nouvelle Focus, ça va être des véhicules mondiaux, on va les vendre partout à travers le monde. C'était le plan One Ford. Ouais. One Ford for the entire world. Et tu sais quoi? C'était pas un bon plan. Et ce que les constructeurs automobiles nous disent de plus en plus, c'est non, on va développer des véhicules en fonction des marchés sur lesquels on les vend. Alors, je pourrais revenir 2 secondes. C'est comme, il faut comprendre que quand ils ont lancé One Ford, je suis désolé d'utiliser ce mot-là, mais c'était littéralement le bordel chez Ford en termes de produits, de développement. Je pense que le mot est approprié. Et en fait, quand Alan Mulally est rentré chez Ford, il a dit, écoutez, expliquez-moi. Lui, il venait de Boeing, il connaissait pas l'industrie automobile. Expliquez-moi. Et en fait, qu'est-ce qu'on vend en Inde? Qu'est-ce qu'on vend en Asie? Qu'est-ce qu'on vend là? Qu'est-ce qu'on vend ici? Et les gens de Dearborn étaient parfaitement incapables de le dire. Donc, il a dit, très bien, la semaine prochaine, vous venez et vous m'expliquez qu'est-ce qu'on vend à travers le monde. Et quand il a vu les doublons, les triplons, les quadruplons qui étaient développés à gauche et à droite, il a dit, écoutez, on va arrêter les bêtises là, donc on va resserrer ça. Ils ont peut-être resserré un peu trop fort, mais il y avait tellement de gabegies, de pertes, qu'il fallait à un moment faire un plan et il fallait trouver une idée forte. Le One Ford, ça a été quand même à l'intérieur de la compagnie, ça a été un plan qui a été quand même plutôt bien accueilli, et parce qu'il y avait une image forte et un consensus qui était vraiment clair. Donc après, je te rejoins. On est rendu aujourd'hui où, en fait, on réalise que les marchés sont différents, mais il y a le fait aussi que, par exemple, l'électrique participe beaucoup aussi à la différenciation. Une fois que tu as un moteur électrique, des systèmes de batterie et des trains roulants, tu changes la carrosserie. Tu changes la carrosserie, tu changes les dimensions. Mais en gros, une fois que tes modules sont là, c'est les mêmes. Par contre, ces modules-là sont les mêmes partout à travers le monde. Donc, si tu veux, le passage à l'électrique facilite aussi la différenciation. Dans la mesure où c'est moins cher d'offrir des modèles différents sur différents marchés. Voilà. Parce que de toute façon, la base est la même. Exactement. Ouais, c'est ça. Alors, on n'aura pas la Ioniq 3, malheureusement, à moins qu'un jour, on se décide chez Hyundai d'amener une petite voiture sport façon électrique et en la rendant peut-être un peu mieux adaptée au marché nord-américain. Si c'est un gros succès partout à travers le monde, peut-être que Hyundai serait... Bon, je pense que l'endroit où on la fabrique est problématique aussi parce que comprenez que si on ne peut pas amener de véhicules aux États-Unis, ben des chances qu'on ne l'amène pas au Canada aussi. Et ça n'a pas été conçu pour être vendu en Amérique du Nord à la base, alors les coûts d'homologation seraient exponentiellement trop élevés. Alors, ça n'arrivera pas. Nouvelle qui est sortie cette semaine, et c'est drôle parce que il y a quelques jours, j'ai enregistré un clip où je mettais à l'essai le Chevrolet Silverado 2026 en mentionnant que le camion Silverado électrique / Sierra était toujours disponible et que c'était désormais les seuls parce que Ford avait abandonné le Lightning. Et bien là, et que Stellantis n'est même pas rentré dans le marché alors qu'il nous promettait de monts et Rivian, on compte pas ça. Alors, tu sais, j'étais curieux. Je mettais un point d'interrogation sur quel est l'avenir du camion Silverado Sierra en 100% électrique. Et là, ce qu'on apprend, c'est que GM met ça sur pause. Le développement de la prochaine génération, c'est-à-dire que les véhicules actuels continuent d'être vendus. Ouais, c'est ça. Et qu'en fait, l'avenir de ces produits-là est devenu très incertain depuis quelques jours. Ben, en fait, on met sur pause le développement de la prochaine génération, mais on a aussi mis sur pause sa fabrication parce qu'à l'usine de Détroit où on fabrique les véhicules électriques, ben on a mis la chaîne de montage à l'arrêt. Et ça, on le fait très souvent de façon sporadique. On nous le dit pas tout le temps, mais on va arrêter de fabriquer des Cadillac. On va arrêter de fabriquer des Equinox. Alors, c'est un après l'autre parce qu'on veut pas inonder le marché, parce qu'on veut pas que les concessionnaires se retrouvent avec des inventaires gigantesques et actuellement, et malgré le prix du carburant, à travers l'Amérique du Nord, ben, les ventes de véhicules électriques ne sont pas nécessairement en hausse. Oui, elles le sont au Québec, là. Oui. Mais à l'échelle nord-américaine, c'est pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, ça m'amène à parler de cette nouvelle dont vous aviez discuté la semaine passée, c'est-à-dire 47% d'augmentation de ventes de véhicules électriques en février 2026 par rapport à 2025. Moi, je voulais revenir là-dessus parce que je suis tanné qu'on fasse des nouvelles avec de la non-nouvelle. On est bien bon là dans les médias québécois pour pousser la voiture électrique, pour nous faire croire que c'est toujours extraordinaire. Et ça, c'est l'exemple parfait d'une nouvelle maltraitée.
47 % d'augmentation de vente de véhicules électriques au Québec en 2026. C'est de la bullshit. Non, on n'a pas dit en 2026. Déjà, c'est en février. Non, en février 2026. En février 2026 par rapport à février 2025. Alors oui, c'est vrai qu'il s'est vendu 47 % plus de véhicules électriques ou hybrides rechargeables par rapport à février 2025. Ce qu'on dit pas dans ces nouvelles-là, par contre, c'est que les ventes avaient planté de plus 80 % en février 2025 non, ça, c'est factuel. par rapport à 2024. Ça, c'est factuel. Je suis d'accord avec toi. Et pourquoi? Ben parce que à cette époque-là, on venait de retirer les subventions provinciales et fédérales pour les véhicules électriques. À partir du 1er février, il n'y avait plus rien. En fait, le fédéral, c'était terminé, si ma mémoire est bonne, le 13 janvier, ça s'était terminé. Et pour le provincial, c'était le 1er février. Et en plus, à cette époque-là, souvenez-vous, la CAQ avait été assez malhabile, pour utiliser un mot poli, de dire, ben, on va ramener la subvention au 1er avril. Avec pour conséquence, vente de véhicules électriques en février et mars, 0. Ben, ou à peu près. Proche. Peu de gens ont acheté des véhicules électriques en février-mars. D'une part, parce que c'est un marché où c'est une période de l'année où il se vend moins de véhicules. Deuxièmement, les subventions avaient planté. Et troisièmement, on savait que ça revenait. Alors, qui aurait été assez imbécile pour s'acheter un véhicule électrique à cette période-là, sauf si, évidemment, les besoins étaient immédiats. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Bon. Ou quand on a envie. Mais c'est ça, il s'est pas vendu de véhicule électrique en février 2025. Alors, de faire une nouvelle en disant « Allez acheter de l'électrique, c'est donc bien extraordinaire, c'est ça qu'on veut pousser », arrêtez là. OK? Est-ce qu'on vous a dit qu'il s'était vendu 16 % plus de pick-up en février 2026 qu'en février 2025? Ben non. Ça, ils en feront pas de nouvelles avec ça. Mais quand il est question d'électrique, ah ouais, tout le temps. C'est de l'information à sens unique. Je suis tanné d'entendre ça. Et je voulais revenir là-dessus parce que on fait miroiter une réalité qui n'est pas une vraie réalité. Ben, tant que le marché sera dépendant et la nouvelle... Moi, je suis un peu plus modéré que toi là-dessus, mais la nouvelle qui, effectivement, montre l'augmentation de 47 % montre aussi que c'est un marché qui est presque entièrement, pas entièrement, mais presque entièrement dépendant des subventions. Ben oui. Oh oui, mais ça... Puis, je veux dire... Mais effectivement... Puis c'est normal que les véhicules électriques se vendent plus en ce moment. Tu sais, tu regardes le retour des subventions, l'offre de véhicules électriques plus intéressante. Tout à fait. Des petits véhicules mieux adaptés aux besoins, aux désirs des acheteurs. Et en plus, la hausse du prix du carburant. Alors, quand tu fais ces trois équations-là, c'est normal que les ventes soient en hausse et que l'intérêt du public soit en hausse. C'est sûr, là. Tu sais, alors... oublions le fait que, oui, c'est un marché subventionné, les véhicules électriques se vendraient plus quand même. Mais d'aller faire une tempête médiatique, encore une fois, dans l'objectif de rentrer la voiture électrique dans l'esprit des gens alors qu'il faut jamais parler des véhicules à essence, ça, j'ai un peu de misère avec ça. C'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. Maintenant, je vous parle de Nissan. Parce que j'étais au Japon la semaine dernière, d'où mon visage un peu décalé. Là. Entre toi et moi, là, je suis obligé de te dire que le décalage m'a rentré fort dedans cette semaine. Je comprends pas. Ça s'entend, ça se voit, mais enfin, c'est ça. C'est l'âge. Et j'ai eu la chance du côté du Japon d'interviewer Guillaume Cartier. Il est Chief Performance Officer pour Nissan à l'échelle mondiale. Ce que ça veut dire, c'est que son travail, essentiellement, c'est de faire augmenter les ventes et la profitabilité du constructeur automobile. Alors, c'est pas un petit mandat, vous l'aurez compris. Surtout en ce moment. Et en discutant avec lui, le premier truc qui m'a sauté à l'oreille, c'est la diminution de la gamme Nissan. On parlait tantôt, évidemment, de vendre des véhicules à l'échelle mondiale. Alors, sa vision n'est pas du tout celle-là. Lui, il dit que c'est une erreur de penser qu'on peut produire un véhicule et le vendre partout à travers la planète, partout à travers le monde. Il y a certains véhicules qui s'y prêtent et le Rogue, c'est le plus bel exemple. C'est un bon exemple. Tu sais, le Rogue, c'est un véhicule qui est vendu sous le nom de X-Trail sur d'autres marchés, mais qui se vend un peu partout sur la planète. Il y a le Qashqai aussi qui était... le Qashqai se vend plus chez nous. Non, mais je veux dire, c'est un véhicule qui a été mondial. Oui, c'est ça. C'est le genre de segment où ça s'y prête un peu plus. Voilà. Mais tu vendras pas, évidemment, un Frontier sur le marché européen avec un V6 de 3,8 litres. Difficilement. Bon. Et comme tu seras pas capable de vendre un Keycar Nissan ici en Amérique du Nord, ça se peut pas. Non. Donc, lui me disait, et surtout,
en raison des politiques des dernières années où les gouvernements essaient de rapatrier la production automobile dans leur propre pays, ben ça complexifie énormément la chose. Alors, ça revient à ce qu'on disait tantôt avec One Ford, de plus en plus difficile de développer des véhicules qui sont conçus pour des marchés mondiaux. Vraiment mondiaux. Voilà. Alors, Nissan a l'intention de réduire sa gamme à 45 produits originaux. Là, évidemment, on ne parle pas de produits sous licence, parce qu'on sait que Nissan vend, par exemple, des produits Mitsubishi sur d'autres marchés qui sont rebadgés Nissan. Bon, le bel exemple qu'on peut donner, c'est le Rogue PHEV, là, qu'on vend en ce moment, et qui, soit dit en passant, ne sera même pas de retour l'année prochaine. Là, c'était vraiment un véhicule de transition. Comme on s'y attendait. Ouais, c'est ça. Mais on va réduire la gamme Nissan à 45 grands produits. Certains ne seront pas vendus chez nous, d'autres oui. Et on nous a pas dit, évidemment, ce qu'on allait éliminer comme véhicule, mais bon, on sait déjà que l'Altima, c'est terminé. Il y a certains produits chez nous en Amérique du Nord qui vont sauter, c'est évident. Des véhicules qui se vendent moins bien. Et on va mettre l'emphase notamment sur Infiniti, qui a un plan d'avenir quand même assez, j'ai envie de dire, prometteur. Tu sais, on est critique depuis des années, avec raison, vis-à-vis d'Infiniti. Je vais y revenir un peu plus tard, mais Infiniti a quand même un plan stratégique intéressant. Alors, on va réduire la gamme de produits qui va être offerte chez nous. 11 modèles connus actuellement vont être retirés du marché, mais on ne nous dit pas lesquels. Alors, à suivre de ce côté-là. Et une des nouvelles les plus intéressantes dont on a discuté, c'est le fait qu'on va être capable de développer des véhicules dans un espace de 30 mois. À partir d'une feuille blanche jusqu'au moment où tu vas pouvoir conduire le véhicule, c'est 2 ans et demi de développement. Hey, c'est un temps record. Oui. Et ça permet beaucoup de choses. Ça permet évidemment d'être capable de s'ajuster rapidement à la demande du marché, ou disons plus rapidement, et donc de composer avec les situations politiques qu'on connaît actuellement. Parce que là, Nissan se vire son capot de bord et change de direction à la suite des décisions du gouvernement Trump en ramenant des modèles. Mais on aimerait ça pouvoir les voir en ce moment, ces modèles-là. Ben non, ça va prendre 2, 3, 4 ans avant que ça arrive sur le marché. Ce qui est normal. L'industrie automobile est comme ça. Tu sais, on a déjà vu combien ça a pris de temps à développer certains véhicules, 6, 7 ans. Oui. Tu sais, on travaillait il y a déjà plusieurs années sur des modèles qui vont être vendus en 2030. Là. Je lis des trucs sur l'histoire de GM en ce moment. Les GM10, la plateforme W lancée en 88, a demandé 7 ans de développement. Alors, tu sais... Ce qui est fou, même à l'époque, c'était beaucoup trop. Et c'est intéressant parce que la raison pour laquelle on nous dit être capable de faire ça aujourd'hui, en partie en raison de l'intelligence artificielle, mais en partie aussi en raison de tout le développement technologique qui permet de créer de façon numérique des véhicules plus rapidement que par le passé. Tout à fait. Alors ça facilite la tâche des constructeurs automobiles, mais 2 ans et demi, c'est évidemment très rapide. Et le premier véhicule qu'on va voir découler de cette nouvelle philosophie de développement, c'est la Nissan Skyline qui va faire un retour. La Skyline, évidemment, va être vendue chez nous sous le nom de Infiniti Q50, mais c'est une toute nouvelle berline que j'ai pu voir physiquement. Okay. C'est une bagnole qui nous ramène à la berline sport traditionnelle comme on l'a connue, propulsée, boîte manuelle. Bon, évidemment, il y aura une automatique, puis il y aura l'offre d'un 4 roues motrices aussi, là. Mais on ramène une berline sur le marché parce qu'il y aurait une demande pour ça, parce que le nom Skyline résonne très fort sur certains marchés et parce que la relance d'Infiniti passe par l'offre d'une voiture qui va être forte pour l'image de marque. Tout à fait. Y a-tu un truc sur lequel on n'a pas travaillé chez Infiniti? Ben, c'est l'image de marque. Alors, disons qu'on en a un peu besoin. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et aussi, on a parlé très peu de véhicules électriques, mais moi, j'ai posé la question en disant, est-ce que vous ne considérez pas que Nissan fait un pas de recul par rapport à l'électrique? Dans la mesure où Nissan a été pionnier, parce que c'est en 2010 qu'on lançait la Leaf sur le marché mondial, 2011 chez nous. On l'a étiré très longtemps. L'Aria est arrivé sur le tard, plus ou moins compétitif. On l'a retiré du marché américain. Et là, c'est silence radio. On n'a pas d'autres véhicules électriques qui vont arriver prochainement dans le catalogue.
Je me souviens d'ailleurs, il y a 2 ans, d'être allé au Japon avec Nissan, d'avoir vu ce qu'allait devenir la future berline électrique d'Infiniti. On a rayé ça de la carte. Le VUS électrique taille intermédiaire d'Infiniti qui aurait rivalisé, par exemple, le Kia EV9, là, notamment. Ouais. Ça, c'est rayé de la carte aussi. Terminé. Alors, si on a décidé de retirer ça, ben moi, j'ai dit, est-ce qu'on fait un pas de recul dans l'électrique du côté de chez Nissan? Et lui, de me répondre, absolument pas, on fait une avancée, mais avec la technologie e-Power. Bon. C'est une réponse corporative dans la mesure où e-Power, c'est une technologie hybride. Alors, il y a un moteur à combustion. OK, le moteur à combustion fait office de génératrice qui envoie de l'énergie à la batterie qui, elle, va se charger d'alimenter les moteurs électriques pour faire tourner les roues. Alors, c'est pas un système hybride conventionnel comme vous allez avoir dans un CR-V, un RAV4. En fait, chaque constructeur a sa propre technologie. Ça rappelle un peu la formule de la Volt, mais qui n'est pas hybride rechargeable. Pas rechargeable, voilà. Alors, c'est ça. Mais c'est une technologie qui est propre à Nissan et sur laquelle on va mettre énormément d'emphase. Mais pas besoin de vous dire qu'avec le recul des objectifs gouvernementaux face à l'électrique, ben Nissan préfère mettre ses énergies là-dessus, comme Honda avec la technologie hybride, comme et pour le moment, il n'y a que le Québec qui n'a pas encore reculé face à ses objectifs, parce que le reste de l'Amérique du Nord a fait un pas de recul. Là. Même le gouvernement de la Colombie-Britannique a récemment annoncé faire un pas de recul par rapport à ses objectifs. Alors, c'est un facteur qui est très intéressant, mais ça ne veut pas dire qu'on ne verra pas des nouveautés électriques chez Nissan dans les prochaines années, mais de tout ce qu'on nous a présenté comme futur modèle ou objectif de modèle, j'ai pas vu grand-chose dans l'électrique. Moi, non, du côté mais de encore, Nissan. moi, il y a un truc que je trouve dans le e-Power qui est intéressant, c'est que effectivement, ça reste un hybride rechargeable, un hybride avec génératrice, pardon. Mais après, en fait, tu peux tendre plus ou moins vers l'électrique en ajustant la taille de ta batterie. Actuellement, le véhicule que tu as conduit, c'est autour de 2,1 kW. Exactement. Et ben en fait, tu pourrais augmenter la taille de ta batterie sans jusqu'à 20 kW. Voilà, et rendre ta voiture de plus en plus électrique selon la demande, sans revoir toute ton architecture. Donc tu peux ajuster, avec cette technologie-là, tu peux ajuster relativement plus facilement en fonction des demandes législatives un peu partout à travers le monde. Et c'est pas idiot dans le contexte actuel. Ben non. Et de se dire, voilà, on a une hybride. C'est même prudent, en fait. Ouais. C'est même prudent. Ouais. Et si la technologie marche bien, je dis bien si, parce qu'on va pouvoir la tester bien de sûr. façon plus approfondie à l'automne, mais si ça fonctionne bien, ça risque de remettre Nissan sur la carte, sur la map. Parce que le gros problème de Nissan, en ce qui me concerne, c'est l'image de marque. Et ça, c'est une question que j'ai posée à Guillaume Cartier. Et lui me dit, l'opinion de la marque n'est pas à la hauteur de la qualité des produits. Et ce qu'il me dit... C'est l'histoire balbutie parce que quand Nissan s'est fait racheter en 99, c'était exactement le même problème. C'était des voitures d'ingénieurs qui étaient des bonnes bagnoles, mais il y avait une image de marque désastreuse et ça ne se vendait pas. Et on avait réussi quelque chose au tournant des années 2000 avec des designs qui étaient... Bon, tu te souviens, l'Altima, le Murano, la première G35, ça a marché. Parce qu'il y avait de la part de la direction de Renault aussi de dire « Allez-y les gars, lâchez-vous ». Justement, parce que Renault, à l'époque, avait une image de marque très forte. C'était les voitures à vivre. Ils étaient pionniers dans les mini-fourgonnettes, dans tout un tas de trucs. Ils ont dit, allez-y, les gars. Justement, on est là pour vous. Repartez, lâchez-vous, faites des produits tripants, allez-y. Et c'est ça qui s'est passé. Et aujourd'hui, 25 ans, un peu plus de 25 ans plus tard, on recommence. On recommence. Mais là, évidemment... ça a l'air d'être une maladie interne à Nissan, quoi. Ouais, on a fait face à beaucoup de problèmes. Mais là, en fait, j'ai aimé le commentaire de Guillaume Cartier. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est là, pour l'instant, on est perçu comme une glace à la vanille. Il me dit, il y a personne qui déteste ça. Non. Mais il y a personne qui adore ça, non. Ouais, on va manger une glace à la vanille. Ouais. C'est ça, exactement. Et ce qu'il veut, lui, c'est que, bon, là, son exemple, c'était la glace au pistache. Non, c'est pas le meilleur exemple. Mettons au chocolat. Mettons, je sais pas. Bon, rendu là, c'est une question de goût. Mais
j'ai compris le message, c'est que là, faut pimenter la chose et que ça devienne des produits plus passionnants. Avec le retour annoncé de la GTR, avec la Skyline, avec le Xterra, ben là, on va mettre un peu de piment dans tout ça et c'est nécessaire, tu sais. Alors, j'ai très, très hâte de voir comment on va jouer les cartes sur le plan marketing, sur le plan stratégique, mais sur le plan produit, ça semble être très prometteur. Ça m'amène à vous parler de ce que j'ai pu voir et comprendre quand j'étais là-bas. Évidemment, je peux pas tout dévoiler parce qu'il y a des trucs sous embargo, mais bon, on en a quand même pas mal dit. En entrevue avec Christian Meunier, ben lui a été assez généreux pour pouvoir amener énormément d'informations, notamment en matière au niveau de la marque Infiniti. Je vais commencer par ça parce que ça, c'est intéressant. Tu sais, actuellement, Infiniti, là, c'est sur le respirateur artificiel. Il n'y a rien. Il y a un QX80 qui est très profitable, mais qui se vend un peu et qui est un produit de qualité. Ça, OK. Mais c'est pas avec ça que tu fais rouler un réseau. Que tu fais rouler un réseau. Exactement. C'est ça. Le QX60 avec le moteur 2 litres, ça n'a pas de bon sens. Là, on va le mettre dans le QX65. Les rumeurs sont très, très, très fortes pour ne pas dire sur le point d'être confirmé qu'on va ramener des V6 là-dedans. Parce que la raison pour laquelle on a mis le moteur V6 turbo sous le capot, c'est pour être capable de vendre davantage de véhicules au niveau des normes café puis au niveau de s'adapter au marché nord-américain. Mais c'est un moteur qui, de toute façon, sur papier, consomme moins, mais en vérité, ne consomme pas moins, qui est pas agréable non plus. Alors, on risque de retirer ça de façon progressive ou totale pour remplacer ça par un V6. Il y aura aussi une mise à jour esthétique pour le QX60 l'année prochaine. Bon, ça, c'est une chose, mais du Rogue de nouvelle génération va découler un QX50 de nouvelle génération qui, lui, va être vendu probablement en 2028. Il y aura cette Q50 qui va arriver dès l'année prochaine, clonée de la Skyline. Et essentiellement, ce qu'on a compris, c'est qu'on va faire la même chose qu'avec l'ancienne Q50, qui était une Skyline avec une autre calandre et un autre logo à l'arrière. Exactement. Là. Ça va être la même voiture. Sauf qu'ici, on va l'offrir en 6 cylindres de série. Il y aura un 4 cylindres, fort probablement du côté de l'Europe. Et puis, on va aussi développer des véhicules sur châssis à échelle. Et ça, chez Infiniti, ça sera pas une première, en fait, parce qu'on a déjà eu le QX4 dans un passé lointain. Oh là, oui. Qui était sur base de Nissan Pathfinder. Ouais, tout à fait. Bon, on va faire la même chose. Et ça m'a amené à poser la question, cette fois à Christian Meunier, est-ce que c'est pas trop dangereux de cloner des véhicules Infiniti à partir de produits Nissan? Et lui, de me répondre ceci, ben, il dit, si Lexus le fait et le fait très bien, pourquoi est-ce que nous, on serait pas capable de le faire? Parce qu'il dit un GX, c'est pas mal un Land Cruiser. Non. Et j'ai pas le choix de lui donner raison. Il a un sérieux point, là. Mais oui, bien sûr. Alors, évidemment, ça minimise les coûts de développement. Regarde GM qui arrive à vendre essentiellement le même produit, le même châssis tout de Chevrolet jusqu'à Cadillac. Ouais. Oui, sauf que là, il y a plus de Pontiac, puis d'Oldsmobile, puis de Saturn. Il fut une époque où c'était effrayant, là. Il fut. Bon, souvenez-vous, le Trailblazer, le GMC Envoy, le Buick Rainier, l'Oldsmobile Bravada, le Saturn 97X, le Isuzu Ascender. Écoute, on avait reproduit ou cloné ces véhicules-là à travers à peu près toutes les marques, sauf Pontiac. C'était la même chose pour les fourgonnettes, là, les Terrazza, les Saturn Rayleigh, Montana SV6, nomme-les, c'est incroyable. Alors là, on n'en est pas là. Non. Mais c'est pour dire que effectivement, s'il y en a qui y arrivent, c'est que c'est possible. Ouais, c'est ça. Alors, et du côté de chez Nissan, ben évidemment, on va mettre beaucoup d'emphase sur ce nouveau Rogue de 4e génération avec la technologie e-Power qui, elle, va être offerte de série en passant sur l'Infiniti Q50 en 2028 ou à la fin de 2027. On va voir quel sera l'échéancier. Mais ça va être une option dans le Rogue 2027. Les modèles d'entrée de gamme, eux, vont encore avoir le 3 cylindres VC turbo. Bon. Cache ta joie, s'il te plaît. C'est ça. Je la cache énormément. Mais c'est ça. Il y aura ce produit-là qui va être très important pour la prochaine année. Et après ça, ben, c'est le Xterra. Le Xterra, je l'ai vu au complet. Ça a de la gueule. Ça va être vraiment... Alors, on confirme un moteur V6, un châssis à échelle, un vrai 4x4 pour rivaliser avec un 4Runner, un Bronco, un Wrangler. C'est littéralement ça. Le futur, c'est gros moteur, châssis à échelle.
C'est vraiment retour vers le futur, là. C'est vraiment mais c'est ça, pareil. Les technologies qui ont 40, 50 ans. Hyundai a présenté au dernier salon de l'auto de New York le Boulder qui va être sur châssis à échelle avec fort probablement un moteur à 6 cylindres. À suivre, on le saura davantage. Et là, les rumeurs sont très fortes quant au retour du GMC Jamie. On va y revenir un petit peu plus tard, mais tout ça pour dire que il y a énormément de pression sur les épaules de ce nouveau Xterra qui va faire un retour. Christian Meunier disait que c'était une erreur monumentale d'avoir abandonné ce nom-là. C'est un véhicule qui a connu un succès instantané, qui s'est créé une réputation très, très forte et qui aujourd'hui vaut une fortune sur un marché d'occasion. Et il s'explique mal comment Nissan a pu être assez bête pour abandonner ça pendant qu'on a Ces mots pas les tiens? Hein? Ces mots, pas les tiens? Ces mots, oui. Oui. Ah, il admet que les erreurs ont été multiples. Là. Il a aussi mentionné qu'il travaillerait très, très fort pour ramener ce qui serait l'équivalent du Kicksplit. Là, j'oublie son nom, là, mais c'est un Kicksplit modernisé, désormais fabriqué au Brésil, alors qui est vendu actuellement sur le marché brésilien ou sud-américain. Alors, dit que ce véhicule-là serait parfaitement adapté au marché canadien et va travailler très fort pour pouvoir nous l'amener assez rapidement. Est-ce que ça va se concrétiser? N'oublions pas que Christian Meunier, c'est celui à qui on doit la relance de la Micra sur notre marché. C'est lui qui a amené la Micra en 2014. C'est lui qui a amené le Qashqai en Amérique du Nord aussi quelques années plus tard. Sans lui, ces deux véhicules-là n'auraient pas été vendus ici. Et la Micra, ça a connu beaucoup de succès sur notre marché. Oui. La profitabilité, bon, elle était relative. Non, mais encore une fois, c'est toujours la même théorie. Tu fais rentrer les gens dans les concessions Nissan. Et après, ils achètent une Micra et puis tu les travailles pour les garder et les faire monter en gamme. Exactement. Donc, il faut bien commencer quelque part. Et c'est un peu le problème du marché actuel, c'est qu'il n'y a plus de version d'entrée de gamme, il n'y a plus de choses comme ça. Si tu veux acheter du neuf, faut mettre la main sérieusement à la poche. Ben oui, le véhicule le moins cher chez Nissan, maintenant, c'est la Sentra. Alors, c'est plus la même chose. Au retour, Hugues, tu nous parles du Chevrolet Blazer, des premiers esquisses du Chevrolet Blazer. Oui, tout à fait. Le guide de l'auto. Hugues, tu nous parles des débuts de l'histoire du Chevrolet Blazer, accessoirement du GMC Jimmy, un véhicule que j'adore dans sa conception initiale, vraiment. Les véhicules 4x4 ne datent évidemment pas d'hier, mais le Blazer a changé la façon de les concevoir avec une approche qui influence encore le marché des VUS d'aujourd'hui. C'était quoi, à l'époque, dans les années 60, le marché du 4x4? C'était embryonnaire. Jusqu'en 1960, si vous vouliez ce que l'on n'appelait pas encore un utilitaire sport à 4 roues motrices, vous aviez le choix entre une Jeep CJ. Point. Puis, la compagnie International Harvester, formée en 1902, présenta pour le millésime 61 le Scout, un véhicule aussi capable que la CJ, mais un petit peu moins rustique, avec un peu plus de confort et d'espace. Ouais. L'idée d'un 4x4 accessible à tous commençait tranquillement à faire son chemin. Il faudra attendre le millésime 66 pour que Ford lance le Bronco, basé lui aussi sur une plateforme spécifique avec un empattement de 92 pouces, soit 2,34 m. S'il vient de série avec un 6 cylindres de 170 pouces cubes, le Bronco peut également recevoir un V8 de 2,89 pouces cubes. On commençait un petit peu à parler de puissance. Après un bon démarrage, 23 776 exemplaires, la première année, les ventes resteront en demi-teinte durant toute la carrière du véhicule avec un pic en 1974 à 25 824 exemplaires. Mais avec 3 modèles américains proposés sur le même segment de marché, sans compter les imports anglais et japonais, General Motors ne pouvait plus fermer les yeux. Et là, il y a eu une première tentative de la part de GM. Effectivement. En fait, derrière les rideaux, la corporation évolue différents projets depuis plusieurs années. Au début des années 60, Ed Cole, alors directeur général de Chevrolet, rencontre Vic Hickey, qui a construit un petit 4x4 avec un moteur de Chevrolet Corvair nommé Trailblazer. Ah ouais. Impressionné par l'engin, Cole achète les droits du véhicule ainsi que du nom et engage Hickey chez GM. Après le lancement du Scout, Chevrolet commence à travailler sur un modèle similaire baptisé Blazer, carrosserie spécifique, pare-brise rabattable dans un premier temps et toit amovible. Le projet ira assez loin et devait être lancé pour le millésime 67. Il sera finalement annulé à la dernière minute par les comptables qui ne croyaient pas à sa rentabilité. Mais la direction de la marque ne veut pas lâcher le morceau, il va falloir trouver une nouvelle approche.
Le salut viendra dans les nouveaux pick-up Chevrolet, introduits sur le marché pour le millésime 67 et dotés d'un style plus élégant que les modèles qu'ils remplacent. C'est Paul Hitch, ingénieur en chef des camions Chevrolet de 1966 à 1972, qui a l'idée de les utiliser comme base au lieu de développer un véhicule spécifique. Il suggère simplement de les raccourcir de 115 à 104 pouces d'empattement, soit 2,67 m, et d'installer un toit amovible, comme sur les concurrents. Voilà une proposition comme les comptables les aiment. Un projet rapide avec une ingénierie réduite et un budget d'outillage minuscule. Et finalement, le Blazer va voir le jour pour le millésime 69. Tout à fait. Le Blazer est présenté à la presse en janvier 69, soit après le début du millésime, et arrive en concession en avril 69. Chevrolet le décrit comme la nouvelle façon d'aller presque partout. Le catalogue rajoute, vous l'appellerez une seconde voiture, un pick-up, un engin passe-partout, le tout dans un seul véhicule. Pour la commercialisation, Chevrolet mise sur 2 aspects. Premièrement, il est plus gros que ses concurrents de chez Ford, International et Jeep. Deuxièmement, il offre plus d'options. Air conditionné, direction et freins assistés, vitres teintées et enjoliveur de roues de luxe. Les amateurs de route peuvent aussi ajouter des suspensions renforcées, un rapport de pont raccourci, le différentiel autobloquant, une batterie additionnelle, un chauffe-bloc moteur ou bien des alternateurs et systèmes de refroidissement plus costauds. Il y a enfin l'ensemble CST pour Custom Sport Truck qui comprend des moulures latérales, des enjoliveurs et des pare-chocs chromés ainsi que des sièges baquets, une console centrale et, sommet du luxe, l'allume-cigare. Mais attention, le Blazer est loin d'être luxueux de base. Le siège passager, la banquette arrière et le toit en fibre de verre ou la capote en toile sont également des options. Côté technique, le Blazer utilise donc un châssis des pick-up K10 avec le réservoir d'essence déplacé entre les rails au lieu d'être derrière la banquette dans les pick-up. Le moteur d'entrée de gamme est un 6 cylindres de 250 pouces cubes développant 155 chevaux. Les V8 optionnels sont des 307 ou 350 pouces cubes de 200 et 255 chevaux. La transmission manuelle à 3 rapports vient de série, sauf avec le 350, tandis qu'il est possible d'opter pour une manuelle à 4 rapports SM 465 ou pour une automatique à 3 rapports TH 350. Tous les Blazers sont livrés en 4 roues motrices. L'essieu avant est un Dana 44, alors que l'essieu arrière est un Chevrolet à 12 boulons. Selon le choix de la boîte de vitesse, le boîtier de transfert est soit un Dana 20, 3 rapports manuels, ou un NP 205 avec les SM 465 et TH 350. À cause d'une commercialisation tardive dans le millésime, Chevrolet n'écoule que 4935 Blazer. Mais chez GM, on sent qu'il y a un bon filon. Et il y a 2 nouveautés très importantes pour l'année 1970. Tout à fait. La première est le lancement du GMC Jimmy, qui n'est qu'un Blazer avec une calandre en 2 parties. Et la seconde est une variante à 2 roues motrices. Cette dernière hérite des essieux des pick-up de roues motrices, donc suspension indépendante à l'avant et ressorts hélicoïdaux aux 4 coins à la place des ressorts à lame. Cependant, elle ne sera jamais très populaire auprès des acheteurs. Pour le reste, les changements relèvent du détail avec, entre autres, une grille légèrement remaniée. Les ventes montent à 12 512 exemplaires, dont seulement 985 versions à 2 roues motrices. Pas de grosses évolutions pour le millésime 1971. Nouvelle grille à motif carré, clignotant déplacé dans le pare-choc, frein à disque à l'avant, nouveau frein à tambour à l'arrière, passage à l'utilisation du carburant sans plomb, entraînant une baisse de 10 chevaux pour les 6 cylindres et de 5 chevaux pour le 350 PC, mais aucune pour le 307. Malgré une grève de 67 jours à l'automne 1970, le Blazer réussit quand même à être produit à 18 497 exemplaires, dont seulement 1277 de roues motrices. L'industrie automobile passe aux puissances nettes pour le millésime 72 et les chiffres affichés sont dorénavant de 110 chevaux pour le 6 cylindres de 50 pouces cubes, 135 pour le 307 pouces cubes et 175 chevaux pour le V8 350. Ouf. En janvier 72, l'ensemble esthétique Highlander Plaid est ajouté. Les options CST et toit en fibre sont nécessaires. Au printemps, Chevrolet présente pour ses utilitaires, y compris les Vega et El Camino, des ensembles d'autocollants baptisés Modbods. 4 versions différentes sont disponibles pour le Blazer. Bien que ce soit la dernière année de cette génération, les ventes explosent à 47 623 exemplaires, dont seulement 3 357 de roues motrices. Mais ça n'est rien, car le modèle suivant, produit de 1973 à 1991, connaîtra un succès encore plus grand. Oui, c'est ça. Le Blazer va changer complètement d'approche là, en 1973. Ouais.
Alors, c'est une nouvelle génération sur les camions Seca qui ont été vendus jusqu'en 87. Puis cette génération-là a été vendue jusqu'en 91 sur notre marché avec les Suburban, tout ça. Bon, à la fin, ça se vendait plus beaucoup. Non, mais regarde, l'outillage était amorti. Ouais. Et GMC a été assez niais pour abandonner le nom Jimmy, évidemment, à la fin. Et évidemment, au final, aujourd'hui, on se retrouve plus de 4x4 chez General Motors. On a relancé le nom Blazer, là, cependant. Là. Le nom Blazer existe, mais le nom Jimmy, lui, a été abandonné. Et là, essentiellement, il y a des rumeurs à l'effet qu'on pourrait ramener le nom Jimmy. J'en parlais un peu plus tôt, parce que il y a grosso modo, c'est une rumeur. GM a rien confirmé, mais évidemment, avec le retour de ces 4x4 très populaires, il se pourrait qu'on relance ce que vous allez voir à l'instant, c'est-à-dire un véhicule qui viendrait rivaliser avec les futurs Xterra, 4Runner et les actuels Bronco, Wrangler. Ce qui veut dire que il va falloir que certains constructeurs retournent à la table à dessin pour s'ajuster parce que ça va être un marché de plus en plus convoité. La concurrence à l'époque, évidemment, avait réagi au succès du Jimmy, du Blazer d'ailleurs. Là. Ben oui, parce que né du besoin de produire un véhicule à faible coût de développement, l'idée de Paul Hitch servira de base à tous les VUS qui vont suivre dans les années 70. Ben ouais. Jeep relancera le Cherokee sur base de Wagoneer en 1974. La même année, Dodge présentera le Ram Charger et Plymouth le Trail Duster sur la base de pick-up décent. Et enfin, Ford introduira la seconde génération de Bronco en 1978 sur la base du pick-up série F. Et à ce moment-là, les germes de la révolution des VUS des années 90 étaient plantés. Voilà. Merci beaucoup, Hugues. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Donc là, Antoine, on va revenir un petit peu sur Nissan. On n'en a pas déjà assez parlé. Ouais, c'est ça. Et donc, ça va prendre des segments Nissan. Là, ça va prendre un jingle. Ouais. Et là, donc, tu as eu l'opportunité de conduire le Rogue e-Power de prochaine génération. Et tu vas peut-être commencer à nous donner un petit peu tes premières impressions. Bon, alors, on a dévoilé la semaine dernière le Rogue de 4e génération, le X-Trail, vendu sur d'autres marchés. Esthétiquement, c'est évolutif. Ça ressemble un peu au Hyundai Tucson au niveau de la partie avant, au niveau des phares notamment. Alors, c'est réussi, j'ai envie de dire, mais ça ne dérange personne sur le plan du look. Par contre... On revient un peu à la vanille. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu prends pas de risque avec un produit comme celui-là. Ouais. C'est plus avec des produits de niche où là, tu crées ton image de marque parce que tu veux pas déboussoler des consommateurs qui risquent de reculer parce que le look est trop polarisant. Tu sais, tu as un constructeur comme Subaru qui a pris des risques avec l'Outback cette année. J'ai envie de te dire qu'ils en vendent quand même, mais c'est un sérieux risque par rapport à la clientèle qu'on a construite. On revient à ce que tu disais, il faut que tu aies une image de marque super solide pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Oui, c'est ça, exactement. Et Nissan, c'est pas le cas. Donc, on s'est pas cassé la tête. Mais là, on voulait nous faire conduire la nouvelle génération de la technologie e-Power. Alors, on nous a amené sur un circuit fermé. Puis évidemment, le véhicule est lourdement camouflé. À l'extérieur comme à l'intérieur, on n'y voit absolument rien. Là, vous me voyez en train de faire mon reportage. Ce que vous voyez à l'instant, c'est l'ancienne génération ou l'actuelle génération du Rogue. Mais au volant de ce véhicule-là, ce qu'on a voulu me faire découvrir, c'est quel est le genre de rendement que ce véhicule-là est capable d'offrir par rapport au Rogue qu'on connaît actuellement et à quel point ça va être révolutionnaire face à ce qu'on connaît et face aux autres hybrides qui sont offerts sur le marché actuel. Alors ça, c'était l'élément qui était très intéressant. Grosso modo, c'est une technologie, comme je le disais, qui est composée de 2 moteurs électriques. Un moteur à essence central qui, lui, fait office de génératrice. C'est un 3 cylindres de 1,5 litres turbo. Mais celui que tu aimes tant? Non, mais pas exactement. Je serais curieux de voir la quantité de composants qui diffèrent, là, parce que ce qu'on m'a dit, c'est que c'est un moteur complètement différent. En même temps, c'est le même bloc, sauf qu'il n'y a pas de technologie de taux de compression variable. Okay. Et c'est un moteur qui est beaucoup moins puissant. Ben oui, parce qu'il n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. C'est une génératrice. Exactement. Et même quand tu accélères avec ce véhicule-là, le régime moteur monte à peu près pas. Ben non. Tu sais, parce que c'est un moteur qui tourne au ralenti quand on en a besoin et c'est à peu près tout. Donc, et c'est très sourd comme son.
c'est pas agressant comme ce qu'on connaît actuellement. Et c'est pas ça qui fait déplacer le véhicule, parce que ça ne fait que envoyer de l'énergie à la batterie qui, elle, va se charger d'alimenter les moteurs électriques pour faire tourner les roues. Alors, jusque-là, ça va. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait 2 trucs, moi, qui m'ont plu. D'abord, tu as un vecteur de couple sur chacune des roues. Parce que le moteur électrique permet de gérer de façon indépendante le couple et la puissance que tu vas envoyer à chacune des roues pour stabiliser la caisse et rendre le véhicule plus intuitif en conduite. Est-ce que c'est beaucoup plus passionnant à conduire? Non. Puis évidemment, là, j'ai conduit ça sur un circuit de façon très, très, très écourtée. Là, j'ai fait peut-être 5 km au volant du véhicule. Là. Fait que ça n'a pas été très, très long. Mais j'ai trouvé quand même que c'était... Bon, d'abord, il y a énormément de couple initial, pas besoin de te le dire. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le Rogue qu'on connaît actuellement, où tu es tout le temps en train de te battre pour essayer de... Là, on est dans le domaine du véhicule électrique. Oui, c'est ça. Ben, en fait, tu conduis un véhicule électrique. Mais dans les faits, c'est exactement ça. C'est littéralement ça. Au point où c'est un hybride traditionnel, mais que tu peux conduire à une seule pédale, comme un véhicule électrique. Alors, autre point qui joue en sa faveur. Mais la technologie que j'ai vraiment appréciée, c'est celle qui te permet de stabiliser la caisse en décélération jusqu'à un arrêt complet. Alors, ce que ça fait essentiellement, bon, quand tu conduis ton véhicule et que tu arrêtes un feu rouge ou un stop, ben tu vas sentir un transfert de masse à s'en aller vers l'avant. Et au moment de t'immobiliser, ça va donner un contre-coup. Tout dépendant de la façon que tu conduis, ça va être plus ou moins accentué. Ben, ce que cette technologie-là fait, c'est qu'elle va ralentir le régime du moteur électrique arrière pour stabiliser la caisse et faire en sorte que le contre-coup en arrêt n'existe plus. Et c'est vraiment impressionnant parce que ça fonctionne magnifiquement bien. C'est assez simple comme principe, mais révolutionnaire au niveau du confort de conduite. Et ça, je pense qu'il y a bien des gens qui vont goûter à ça, qui vont faire « Ah, mais j'adore ça! » Parce que pour des gens qui sont souvent en ville, ben ça améliore de beaucoup le confort. Tu te fais moins brasser. Là, tu te fais moins brasser. Ouais. Bon, évidemment, si tu freines brusquement parce qu'il y a quelqu'un qui te coupe, là, c'est une autre paire de manches. Mais si tu freines de façon naturelle, le contre-coup n'existe tout simplement plus. Et c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus silencieux aussi. Mais la grande question, c'est à quel point ça va être plus économique. Alors ça, va falloir le constater. Ce qu'on nous a dit chez Nissan, c'est que ça serait 20% moins gourmand que le Rogue actuel, qui sur papier fait autour de 7 litres 6, 7 litres 7 au 100 km, ce qui nous ramène sous la barre des 6 litres au 100, donc dans un territoire de Toyota RAV4 hybride. Mais est-ce qu'on va livrer la marchandise? Est-ce que ça va être vraiment efficace ou est-ce que ça va être juste efficace sur papier? Parce que ça, j'ai posé la question. J'ai dit, votre dernier moteur VC Turbo, c'est magnifique sur papier, mais quand tu le mets dans le chemin, on sait que ça consomme autant, sinon plus, que l'ancien 2,5 litres. C'est ce qu'on veut pas avec le e-Power, mais nous, on nous assure que ce moteur-là va être vraiment impressionnant, bien sûr, et qu'il va se démarquer par le fait que ça va être plus économique que les autres sur autoroute. C'était l'enjeu avec le e-Power de précédente génération, c'est qu'en ville, ça faisait un bon boulot, mais sur l'autoroute, pas assez pour se démarquer. Et c'est pour ça qu'on l'a pas amené. Encore une fois, c'est plus un moteur, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour transmettre de la puissance aux roues. Donc, il n'y a pas de variation de régime, il n'y a pas de choses comme ça. C'est une génératrice qui va rouler à vitesse constante dans des conditions optimales avec le meilleur rendement énergétique possible. Donc, en théorie, sur le papier, c'est jouable ce que tu annonces. Ouais, c'est jouable parce que aussi tu as une plus grande batterie. Alors, tu sais, les technologies e-Power qu'il y a actuellement sur les Nissan Note, le problème, c'est que sur autoroute, ta génératrice marche en continu. C'est ça. Alors qu'ici, avec c'est dans le tout à l'heure, tu contexte, c'est ça. Ton évolution technologique, une fois que tu as les briques nécessaires, bah tu rajoutes un peu de batterie, t'en enlèves un peu selon les applications que tu veux faire, selon les marchés où tu veux aller. Et effectivement, peut-être avec le 2.1 kW, tu fais en sorte que ton moteur, de toute façon sur autoroute, il va quand même rouler pas mal souvent, ton générateur. Mais encore une fois, le fait de la disponibilité de la puissance, même si tu ralentis, réaccélères ceci, cela, ça c'est le système, c'est la partie électrique qui va gérer ça. Donc ton générateur, il va toujours être... Et voilà. Et là, ça m'a amené à poser la question, est-ce que ça serait possible de voir cette technologie-là implantée dans un Pathfinder, dans un véhicule plus gros, pour aller rivaliser des Highlander hybrides, ce genre de trucs-là?
Et là, il m'a dit que, et là, ce qu'on m'a dit, c'est ça représente un défi parce qu'évidemment, un plus gros véhicule nécessite une plus grosse batterie, nécessite tout ça. Et rendu là, on va tomber dans le PHEV. Ouais. Alors, tu sais, le sweet spot pour Nissan en ce moment se trouve dans un véhicule de taille compacte comme celui-là, qu'on va retrouver aussi dans le QX50, pardon. Mais à quel point on va être capable de faire évoluer ça pour le rendre plus efficace et l'amener dans des véhicules de taille nord-américaine, j'ai envie de te dire, ben ça, c'est la grande question. Alors voilà, merci tout le monde d'avoir été là et on se retrouve avec Louis-Philippe la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.